c'est l'aboutissement d'un long processus en vérité, mais qui allait pas de soi. C'est ça qu'il faut souligner, je pense, du point de vue de la politique interne israélienne. On a vu la montée en puissance de cette question. Au départ, il y avait, j'allais dire presque logiquement, suite à l'attaque du 7 octobre, une obsession sécuritaire et qui se concentrait sur l'offensive aérienne et terrestre sur Gaza. Et la question des otages était secondaire du point de vue du gouvernement israélien. Et puis progressivement, les familles des otages se sont organisées et ont su se mobiliser pour faire monter au sein de l'opinion publique cette question, d'abord pour la rendre visible, et retourner d'une certaine manière une partie de l'opinion publique en faveur de l'intérêt politique que revêtait cette question. Donc vous pensez qu'on est entré dans une nouvelle phase là de ce conflit ? Oui, parce que ça marque vraiment une victoire pour ces familles qui, au début, n'étaient pas entendues. Faut reconnaître la chose. Je pense que vous avez remis les images de la confrontation entre une partie du gouvernement israélien et une partie des représentants des familles. Vous avez vu quand même, comment dire, c'est dur comme confrontation. Il y a deux logiques qui s'affrontent et on peut saluer le fait que les familles, finalement, les otages, aient pu réussir à se faire entendre. Et c'est d'une certaine manière la défaite de cette ligne portée par l'extrême droite qui fait partie du gouvernement israélien, qui était pas de négociation, pas de libération de prisonniers palestiniens, pas de trêve. Oui, on peut le déduire. Politiquement, c'est une défaite pour l'extrême droite israélienne qui précisément incarnait l'obsession autour de Gaza, des bombardements, etc., et tentait de considérer que finalement, les otages israéliens devaient être considérés aussi comme des victimes collatérales, si j'ose dire. C'était un peu le message qu'il tentait de diffuser au sein de l'opinion publique, et puis finalement, c'est un message qui continue à imprimer, mais qui, le premier point de tension, il va intervenir juste au moment où on va découvrir les 50 premiers otages libérés, dans la mesure où ça va créer, je dirais presque paradoxalement, une déception, une frustration énorme du côté des familles qui n'auront pas vu les membres de leur propre famille libérés. Et ça va relancer d'autant plus ce processus qui en fait n'est pas terminé. Il va être, à mon avis, au contraire, renforcé dans sa dynamique, parce que on a abouti déjà à des résultats, et puis peut-être que ces 4 jours permettront au moins des journalistes indépendants de pouvoir entrer en Gaza, parce que les premières images qu'on va voir, c'est celles des libérations d'otages, tant mieux, ça sera une forme de soulagement pour beaucoup. Il faudrait que ça soit poursuivi également par les premières images de l'état dans lequel les Gazaouis vivent aujourd'hui. Là aussi, ça pourrait représenter une forme de basculement dans ce conflit. Certains ont dit aujourd'hui, s'il y a des journalistes qui rentrent à partir de demain à Gaza et qui témoignent de l'état de destruction et de catastrophe à l'intérieur du territoire, ça peut aussi contribuer à un basculement. Je pense qu'il y aura 2 moments. Ça va être très dur aussi pour les Israéliens de dire au bout des 4 jours, on reprend le rythme des bombardements parce que finalement les objectifs militaires et politiques en vérité ou stratégiques n'ont toujours pas été atteints. C'est comme la ligne officielle. Benjamin Netanyahou l'a rappelé, la guerre continue et l'État d'Israël est toujours en état de guerre. Et l'objectif est toujours l'anéantissement du Hamas. Oui, sachant que c'est un objectif indéterminé en soi. Personne ne peut délimiter cet objectif et considérer qu'il a été atteint à un moment donné. Donc, en gros, il se permet une forme de carte blanche qu'on peut comprendre d'autant plus que pour lui, en même temps, sa survie politique est attachée à cette guerre. Une fois qu'elle sera terminée, eh bien, ça sera a priori la fin de son mandat. Mais, comme vous l'avez dit, il va avoir ces images de libération d'otages et ça sera difficile pour le gouvernement israélien de dire voilà, on enchaîne par la guerre. Surtout si on a les premières images de l'État dans lequel vivent les Palestiniens à Gaza, je pense que ça va être un vrai choc mondial. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qu'appréhende, à mon avis, le gouvernement israélien. Et la première preuve de cette appréhension, c'est précisément le bloc-out, l'interdiction faite aux journalistes indépendants de pouvoir entrer, sauf s'ils sont accompagnés de soldats israéliens. Mais ça ne sera pas géré ad vitam. À un moment donné, on va tous découvrir l'état dans lequel est Gaza. Situation qui suppose en fait une réponse, une solution structurelle. Et je veux dire par là que on doit déjà se projeter
dans l'après. Je veux dire, on se demande comment on va reconstruire Gaza et comment on va gérer, du point de vue humanitaire, une population de plus de 2 millions d'habitants qui n'a aucun moyen de survie, sauf à... on a envie de vous poser la question, alors comment on fait? Déjà, on pouvait déjà se poser la question avant même le conflit, dans la mesure où les Gazaouis vivaient grâce à une aide humanitaire internationale, onusienne, dans la mesure où c'est un territoire qui subissait déjà un blocus, qui n'était pas un siège total, mais quand même un blocus, et comme le reconnaissait assez cyniquement un certain nombre d'autorités israéliennes, il s'agissait de permettre leur survie sans permettre le développement du territoire, puisque le tout étant dans une perspective conflictuelle, comme vous le savez, avec le Hamas. Quoi qu'il en soit, on va se retrouver avec un territoire complètement rasé en réalité, puisque la deuxième phase de l'offensive va se concentrer désormais sur le sud, sachant que le nord est détruit. Qu'il y ait une deuxième phase. C'est ce qui est annoncé officiellement, ça a été annoncé. Le nord ayant été... Mais comme vous le disiez, la trêve peut... ouvrir des perspectives, oui, mais je m'en tiens aux déclarations officielles. Qui peut gérer Gaza? Certes plus le Hamas, si. Je ne pense pas, parce que ça serait considéré comme une défaite militaire et politique côté israélien. Ce ne serait pas acceptable. Tout ça pour en revenir à une situation d'avant-attaque, ça ne serait pas concevable. Reste l'option à laquelle tout le monde pense par réflexe, l'autorité palestinienne, mais elle est dans un tel état d'affaiblissement du point de vue de sa légitimité et de sa capacité même à imposer son autorité sur ce territoire, qu'on a du mal à l'imaginer. Reste une troisième voie qui serait celle d'un conglomérat international avec des États à la fois occidentaux mais surtout arabes de la région qui pourraient être un peu plus légitimes pour au moins une phase de transition pour permettre au territoire de pouvoir survivre en attendant de pouvoir se reconstruire.